Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Combien de professeurs de mathématiques avons-nous dans le système éducatif togolais? Ce nombre répond-il aux besoins des élèves et du système éducatif? Ceux qui y sont ont-ils le référentiel pour être dignes d'être appelés professeurs de mathématiques? Que faut-il faire pour augmenter la quantité et la qualité des professeurs de mathématiques dans le système éducatif togolais? C'est à ces questions que notre invité donnera des réponses tout à l'heure. Et cet invité n'est pas des moindres, c'est le professeur Thiarière, professeur titulaire en maths des universités au Togo. Il est aussi le président de la Société des sciences maths du Togo et le directeur général de l'Institut de maths, des sciences et technologies. Débat thématique, c'est dans un instant. Monsieur le professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je disais que nous allons parler d'un corps d'enseignement très recherché dans le système éducatif et aussi dans d'autres secteurs où la technique et la technologie demandent effectivement demandent leur expertise. Il s'agit des professeurs de mathématiques. Alors, avant même que nous ne rentrions vraiment dans les détails, étant professeur titulaire en maths aux universités du Togo, comment avez-vous été élevé au rang de professeur titulaire? Bien, merci Marcel Teuil pour cette invitation. Je m'en voudrais de ne pas dire aussi merci à l'administration de la TVT pour avoir accepté une telle émission. Sincèrement, merci aussi à toutes les autorités, les plus hautes autorités, tous ceux qui travaillent dans l'encadrement des enfants, de l'éducation. Je leur dis tous merci. Mon parcours, je vais être très bref. Après mon PhD en mathématiques, j'ai intégré l'université en 1993, 2 mois après mon PhD d'ailleurs, pour remplacer un coopérant français qui était rapatrié après la rupture de la coopération, pour donner un cours spécial aux ingénieurs à l'École nationale des ingénieurs de Lomé. Et en 1994, j'ai intégré officiellement le département de mathématiques. J'ai parcouru très rapidement, d'abord 1996, maître assistant au CAMES, 2004, maître de conférence, qui est équivalence de professeur agrégé au CAMES, et 2009, j'étais passé professeur titulaire en mathématiques. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. En dehors des 2 universités dans lesquelles vous intervenez, vous donnez aussi des cours à l'école normale supérieure d'Atapamé, l'ENS d'Atapamé. Et entre 2012 et 2019, combien de professeurs de mathématiques cette institution, gérée par le ministère de l'Enseignement supérieur, bien entendu, a pu mettre à la disposition du système éducatif pour le compte de l'enseignement secondaire général? Bien, merci. Avant de répondre précisément à cette question, je voudrais rappeler que jusqu'en décembre 2020, on comptait 983 enseignants de mathématiques au premier cycle du secondaire au Togo. Évidemment, ceux qui enseignent dans le public. Et sur les 983 enseignants de mathématiques, seuls 477 détiennent un diplôme, c'est-à-dire une licence de mathématiques, ce qui représente 48%. Et sur les 477, l'École normale supérieure d'Atapamé a formé entre 2012 et 2020 346 enseignants, ce qui représente 72% des titulaires de mathématiques qui enseignent aujourd'hui. Et donc, c'est dire tout simplement que l'ENS d'Atapamé a apporté un grand plus ces 10 dernières années pour l'enseignement des mathématiques dans notre pays. Maintenant, si vous voulez que je fasse un clin d'œil au lycée, oui, là également, c'est un très grand problème. Au total, jusqu'en décembre 2020, on pouvait compter 260 enseignants de mathématiques
au second cycle du secondaire. Et sur les 260, seuls 73 détiennent un diplôme de mathématiques, c'est-à-dire une maîtrise ou un master de mathématiques. Quand on voit un peu les statistiques que vous avez annoncées par rapport à ceux qui sont détenteurs, soit d'une licence ou bien d'un master en mathématiques, alors la différence vient d'où? Ils ont été formés où? Eh bien, la différence vient d'où? Vous savez, comme je l'ai dit au début, l'ENES d'Atapamé a été réouverte en 2010 et a commencé par sortir les premiers diplômés en 2012. Et puis au même moment, l'Université de Lomé, créée depuis 1970, a un département de mathématiques qui forme également des mathématiciens. Ensuite, l'Université de Kara, dont la faculté des sciences a été ouverte en 2008, forme également un certain nombre de mathématiciens. Évidemment que les mathématiciens formés à l'École normale supérieure d'Atapamé possèdent environ 70% de connaissances académiques mathématiques et 30% de pédagogie, de didactique et de psychologie. Les licenciés qui sortent de l'Université de Lomé, eux, ils ont 100% de connaissances académiques en mathématiques et 0% de connaissances en pédagogie, en psychologie et en didactique. Ceux qui sortent de l'Université de Kara, on peut estimer à environ 70 à 80% de connaissances académiques en mathématiques et environ 20% de connaissances de pédagogie et de psychologie didactique. Vous voyez, la différence se trouve à quel niveau? La différence se trouve au niveau du fait que les enseignants sortis de l'ENES d'Atapamé ont environ 3 mois de stage pratique dans les établissements. Ceux sortis de Kara en mathématiques pédagogiques. Et de Lomé? Non, d'abord, ceux de Kara, Kara parce qu'ils ont une option qu'ils appellent mathématiques pédagogiques, licence de maths pédagogique. Eux, ils ont environ 3 à 4 semaines maximum de sortie sur le terrain. Ce qui veut dire que techniquement, ceux de l'ENES ont un peu plus la main facile parce qu'ils ont fait un long temps sur le terrain après avoir appris la théorie. Mais ceux de Kara, un peu moins à cause du fait que leur temps de séjour est trop court, alors que ceux de Lomé n'ont aucun séjour sur le terrain. Et donc voilà là où se trouve la différence quand ils sortent et qu'ils doivent enseigner sur le terrain. Alors, fidèles téléspectateurs, vous voyez que toutes ces explications appuyées de statistiques font ressortir véritablement le problème véritablement qui se pose au niveau du référentiel de professeurs de mathématiques, ce que j'introduisais entre-temps, en posant la question que les professeurs de mathématiques, en tout cas, qui sont dans le système éducatif au niveau du collège et des lycées, sortis soit des 2 universités ou de l'ENES d'Atapamé, eh bien, est-ce qu'ils sont tous dignes d'être appelés professeurs de mathématiques, vu qu'ils ont des référentiels différenciés ou bien disparates? Et cela, vous comprenez que doit nécessairement avoir un impact sur le profil des enfants qui passent par ces professeurs. Quand un professeur normalien qui a presque 100% aussi bien en capacité, en compétences académiques et pédagogiques telles que vous l'avez expliqué, et celui qui n'a pas les mêmes compétences, quelle sera la différence au niveau des élèves qui passent par les 2 types de professeurs? Non, il est clair que l'enseignant sorti de l'École normale supérieure d'Atapamé, s'il applique très bien la technique, tout ce qu'on l'a appris, celui-là va attirer les élèves vers sa matière. Alors que celui qui sort avec une connaissance académique mais ne sait pas prendre l'enfant, ne sait pas utiliser les meilleures pratiques de l'enseignement, il risque de repousser plutôt l'enfant. Vous savez, quand nous échangeons avec beaucoup de personnes, ils vont vous dire, moi j'aimais beaucoup les maths,
Mais le professeur de mathématiques m'a découragé en me disant que je suis taré. Ouais. Là, il s'agit Ou là que les mathématiques ne sont pas faites pour tout le monde. Voilà, que la mathématique n'est pas faite pour tout le monde, que ta tête là, elle n'est pas faite. Et déjà, quand un petit enfant à qui vous allez dire qu'il n'est pas bon pour faire les maths, il va retenir ça toute sa vie. Et donc, ces genres de méthodes, on devait arrêter tout ceci-là à travers une formation bien moulée, une formation bien encadrée des enseignants de mathématiques. La mathématique n'est pas une matière aussi difficile comme on le croit, mais tout simplement, elle est très, 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 très mal administrée. Je le dis parce que j'ai été moi-même témoin. C'est vrai, j'aimais les mathématiques au primaire, j'aimais les mathématiques jusqu'au collège. Mais à partir de 4e, j'ai reçu 2 professeurs sortis de l'école normale supérieure d'Atapamé. Un en mathématiques appelé Tagba, paix à son âme, et l'autre appelé Adela. Je n'ai pas des informations sur lui en sciences physiques. J'avoue que la méthode qu'ils ont utilisée m'a impressionné davantage. C'est pourquoi je dis, si les normaliens que nous sortons aujourd'hui de l'ENES d'Atapamé appliquent vraiment les techniques qu'on les enseigne là-bas, nos mamans doivent attirer les enfants à aimer davantage les mathématiques. Évidemment, l'incidence, il y en a toujours. Quand l'enseignant n'est pas tout à fait... n'aime pas sa matière ou bien il enseigne sa matière comme si c'était juste un gagne-pain. Parce que la plupart, comme je l'ai dit, si plus de 51% sont des non formés en mathématiques, ils n'ont même pas le diplôme de mathématiques. Alors vous comprenez déjà l'impact que cela peut avoir sur les élèves. Parce que celui-là n'a même pas l'académie nécessaire avant de parler de la pédagogie, de la psychologie et autres là. Alors que le second groupe, qui a le diplôme, il y a un sous-groupe qui a la technique, parce qu'ils sont passés par une école normale supérieure d'Atapamé. Il y a un autre sous-groupe qui n'a pas la technique, mais ils ont quand même l'académie, ce qui n'est pas suffisant. Parce qu'avoir l'académie est une chose, mais avoir la pédagogie en est une autre. Parce qu'il faut savoir transmettre ce savoir. Et donc, évidemment, il y a des incidences, beaucoup, tellement sur le système éducatif togolais. Et en témoigne tout ce que nous avons comme conséquence au niveau des séries scientifiques. On en parlera. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis votre maison, je crois que si vous passez un regard rétrospectif sur les professeurs de mathématiques, en tout cas qui vous ont tenu durant votre parcours scolaire, eh bien, vous confirmerez de toute façon tout ce que le professeur Thiarié est en train de dire. Voilà. Pour ceux qui nous ont pris au vol, je rappelle que je suis sur le plateau avec le professeur Thiarié, professeur titulaire en mathématiques des universités au Togo. Il est aussi le président de la société Sciences Maths au Togo. On va en parler aussi tout à l'heure de ce que c'est. Et le directeur général de l'Institut des maths et sciences et technologies. Alors, on va ouvrir rapidement une brèche. Monsieur le professeur, parlez-nous très brièvement, parce qu'on aura un autre numéro, nous allons revenir vraiment sur la Société des sciences et mathématiques et tout le travail que vous êtes en train de faire pour permettre, n'est-ce pas, aux apprenants qui sont excellents dans la matière de pouvoir concourir même à l'international. Alors, ouvrez-nous rapidement une brèche pour nous parler de la Société Sciences Maths. Effectivement, la Société des sciences mathématiques du Togo a été créée sur l'initiative d'un groupe de professeurs de maths en 2014. Avant cette date, cette société n'existait pas. Et pourtant, l'Union mathématique africaine, qui a été créée en 1976 sur instruction des chefs d'État de l'OUA, qui savaient que la mathématique va jouer un rôle important dans le développement technique de l'Afrique, cette Union mathématique africaine avait recommandé que chaque pays doit créer une société mathématique pour accompagner les dirigeants à promouvoir l'enseignement des mathématiques, à sensibiliser les élèves, à essayer d'encadrer les enseignants, etc., etc. Les autres pays ont suivi à la lettre la recommandation, mais malheureusement le Togo, non. Et nous avons été obligés alors d'initier la Société des sciences mathématiques du Togo. Et lorsque nous l'avons initiée, en même temps, nous avons commencé aussi par
participer aux activités de l'Union mathématique africaine. Peut-être on en parlera plus tard. Voilà. Nous allons aborder la perception que la population et autres là ont des mathématiques. Alors, du point de vue institutionnel, économique et sociologique, quels sont les problèmes de l'enseignement des mathématiques? Je crois que c'est vraiment le sujet au cœur du débat. Disons que les problèmes sont tellement énormes. Voilà. Du point de vue institutionnel, je peux dire tout simplement qu'on n'a pas encore compris l'importance des mathématiques pour asseoir à travers des institutions solides ce domaine. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde dit tous les diplômes sont équivalents. Oui, tous les diplômes peuvent être considérés équivalents, mais tous les diplômes ne sont pas égaux. Ouais. Si les diplômes étaient égaux, pourquoi on cherche les enseignants de mathématiques, on ne le trouve pas. Donc c'est dit tout simplement qu'on aurait dû trouver une formule pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager cette discipline qui est importante. Vous savez, monsieur le journaliste, je vais vous dire ceci. Très souvent, les gens confondent l'importance d'une matière et l'importance de celui qui enseigne cette matière. Ça, je vais vous dire tout ce que moi, en tant que Tcharier, je ne suis pas important. Parce que je ne connais même pas la goutte d'eau dans la mer en mathématiques. La mathématique est plus vaste que l'univers. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte, mais en fait, toute la vie telle que nous la menons, elle est mathématique. Le monde, il est mathématique. Tout ce que nous faisons, qu'on soit allé à l'école ou pas, tout le monde fait de la mathématique. La mathématique est plus large. Et moi, je ne connais que peut-être, ça n'atteint même pas une goutte d'eau dans la mer. Alors du coup, il ne faut pas du tout confondre l'importance de cette matière et moi en tant que l'enseignant. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un transmetteur de ce savoir juste à un petit niveau. Sinon, je dis tout simplement que ce n'est pas ça. Alors, de ce point de vue, il me semble qu'il a manqué un peu quelque chose au Togo. Bien sûr, déjà en 1970, on avait créé l'Organisation de recherche pour l'enseignement des maths. À l'époque, les gens pouvaient croire que, mais pourquoi c'est en maths qu'on a créé ça? Mais je pense que les dirigeants de l'époque savaient déjà. Ils avaient donc précédé l'Union mathématique africaine de 1976. Et après, l'OREM est devenu IREM, Institut de recherche sur l'enseignement des maths. Et en 1996, ça a plu à quelqu'un tout simplement de supprimer. Cet institut au lieu de le renforcer. Voilà pourquoi nous avons reculé de plusieurs années en arrière. Le Togo était parmi les pays africains, l'un des pays où tout le monde quand même connaissait l'importance des sortants de l'université du Togo. Mais malheureusement, depuis les années 90, avec les troubles sociopolitiques, ça a impacté le système éducatif dans son ensemble et en particulier, parce qu'avant 90, c'était les coopérants français, les coopérants américains, etc., qui enseignaient les mathématiques et les sciences physiques. Et après la suspension de la coopération, on a cru que nous pouvons les remplacer. Et évidemment, nous les avons remplacés, mais très mal. Très mal, parce que là, on se dit, il faut trouver quelqu'un pour aller enseigner, ça s'arrête là. Peu importe ce que la personne va donner. Voilà là où se trouve. Donc, il y a un problème organisationnel, un problème institutionnel, et l'impact maintenant sur le plan économique, évidemment que, allez-y à l'université pour voir combien embrassent les séries scientifiques, les séries porteuses d'emploi, et combien embrassent des séries dans lesquelles il y a beaucoup de spécialistes, et donc l'obtention de l'emploi est un peu difficile. Quelqu'un qui fait une licence en maths, je ne suis pas sûr qu'il attendra 2 semaines avant de trouver, ne serait-ce qu'au niveau du privé pour enseigner. Mais quelqu'un qui sort d'un certain diplôme, qui ne sont pas tellement les mathématiques, peut faire 3-4 ans avant de trouver de l'emploi. Donc, dans tous les cas, il y a un impact sérieux sur le plan institutionnel, sur le plan économique et sur le plan environnemental et sociologique, dans tous les cas. C'est ça. Alors, quand vous aviez tout à l'heure abordé la décision de l'Union africaine d'instituer ce concours et d'encourager les États, alors je devais même vous poser la question, pourquoi de toutes les matières enseignées dans le système éducatif, en tout cas en Afrique, pourquoi c'est les mathématiques
qu'ils ont choisi d'encourager les gouvernants à en faire vraiment une affaire très, très, très sérieuse? Monsieur le journaliste, je ne saurais vous répondre à cette question. Mais j'ai tout simplement dit que ces présidents de l'Union africaine avaient une vision. Ils savaient que les mathématiques seront au centre du développement de l'Afrique. Et quand on parle du développement, c'est qu'il faut l'industrialisation. Qui parle de l'industrialisation va parler des sciences exactes. Personne ne peut parler de sciences exactes sans parler des mathématiques. Tout à fait. Voilà. Et donc, je crois que ça se résume à ça. Aujourd'hui, au-delà de ça, on organise les Olympiades panafricaines de mathématiques où on retrouve et les anglophones, les lusophones, les francophones, les élèves. Alors, à la fois, on favorise l'intégration africaine dans ce genre de rencontres, mais au même moment, on essaie d'encourager tout simplement les enfants à aimer les sciences et techniques. Donc je crois qu'il serait difficile à moi de répondre à cette question, mais c'est que c'était des visionnaires. Ceux qui ont acquis l'indépendance savaient là où ils voulaient aller, et c'est pourquoi ils ont institué cette Union mathématique africaine. Si je vous dis les discours que les Paul Sédar Senghor, les Habib Bourguiba ont dit lors de l'ouverture de cette... c'est vraiment très intéressant. Ils avaient une vision. Voilà. Alors, revenons dans notre système éducatif en parlant toujours du référentiel du professeur de mathématiques. Alors, comment vous expliquez que parmi les professeurs de mathématiques, hein, parce que c'est d'eux qu'il s'agit au cours donc, de cette émission, comment vous expliquez que certains sont bons en algèbre et faibles en géométrie, et d'autres très bien en géométrie, mais relativement faibles en algèbre? Non, un bon professeur de mathématiques sorti de nos universités et de l'UNES Natapamé a un niveau plus ou moins équilibré. Il ne peut pas dire j'aime l'algèbre, je n'aime pas la géométrie ou inversement. Ceux qui feintent la géométrie, c'est les non-spécialistes en mathématiques qu'on a recrutés pour aller enseigner. Et selon leur cursus universitaire, ils ne touchent pas à la géométrie. Mais je crois qu'on ne va pas se voiler les faces. Il y a beaucoup d'économistes sortis de FASEG, Lomé comme FASEG Kara, qui sont des profs de maths. Mais moi, j'enseigne à la FASEG de Kara. Leur programme ne touche en rien la géométrie. Or, plus de 50% du programme au secondaire est la géométrie. Alors celui-là, à ce niveau, vous comprenez comment il va enseigner cette partie. Mais ceux qui sont titulaires quand même de nos diplômes de mathématiques sortis de l'Université de Lomé, l'Université de Kara ou EDES Natapamé devaient quand même avoir un niveau plus ou moins équilibré. Voilà. Ça. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle encore à tous ceux qui nous ont pris un peu au vol que nous sommes sur ce plateau avec le professeur Thiarrier, professeur titulaire en maths des universités au Togo. Il est le président de la société Sciences Maths au Togo et le directeur général de l'Institut de maths des sciences et technologies. Alors, monsieur le professeur, nous avons vu un peu l'incidence du profil selon que le professeur de maths sorti soit de l'ENS ou de l'université maîtrise très bien et les questions académiques, les questions pédagogiques et psychologiques. On va revenir maintenant aux apprenants. Alors, comment vous expliquez qu'il y a un faible effectif des élèves dans les séries scientifiques, surtout au lycée, dans nos établissements scolaires? C'est une des conséquences du décor que j'ai planté. Lorsqu'on a des enseignants de mathématiques ayant le diplôme de maths qui ne dépasse pas 50% pour le premier cycle du secondaire et au second cycle du secondaire qui n'atteignent même pas 30%. Or, tous doivent encadrer nos élèves sur toute l'étendue du territoire. Alors du coup, l'incidence va se sentir. Les enfants vont craindre certaines séries. Alors, je prends la série C. Sur plus de 70 000 candidats au bac 2020, toutes séries confondues, on n'a dénombré que 471 candidats en série C, dont les élèves des 2 lycées scientifiques.
Il y a plein de lycées où il n'y a même pas de CRIC depuis plus de 15, 20, 30 ans. C'est-à-dire depuis que les coopérants sont partis. Alors vous comprenez un peu qu'il est clair que ce faible effectif des élèves en CRIC s'explique d'une part par un mauvais enseignement des mathématiques au primaire. C'est par là que tout commence. Quel est le profil de nos instituteurs et institutrices sortis des génies? Il y a un problème. On doit voir là-bas. Et d'autre part, ça s'explique par le déficit criard dont j'ai parlé au niveau des enseignants qualifiés de cette discipline. Ce qui fait que du coup, l'enfant préfère aller dans la série où il est sûr de réussir. C'est pourquoi, sur 70 000 candidats, qu'on retrouve seulement 471 au bac 2020. Et sur les 411, évidemment, il y a eu environ 429 admis. Mais lorsqu'on va aller encore au fond, on va voir que peut-être qu'on viendra dans les questions prochaines. C'est ça. Donc voilà. Alors, vous avez touché tout à l'heure la question du profil, l'enseignement des mathématiques au primaire. Alors, le gouvernement vient de lancer le concours. Bon, on attend les résultats des inspecteurs qui doivent encadrer les enseignants au primaire et au secondaire. Est-ce que, selon le profil de l'inspecteur en question, est-ce que ça n'aura pas une incidence sur l'enseignement des mathématiques? S'il a, par exemple, un profil littéraire pour aller encadrer un enseignant qui doit logiquement intéresser, motiver les élèves à aimer les calculs, en tout cas les mathématiques du primaire. Tout cela est lié. On devait savoir quel devait être le profil d'un inspecteur du primaire. C'est ça. Parce que là-bas, l'inspecteur, il inspecte toutes les matières. Ouais, ouais. Faire en sorte que 50 à 60% des inspecteurs du primaire soient des scientifiques et peut-être 40% soient des littéraires. Ce n'est pas pour insulter qui que ce soit. Je ne fais que dire la vérité. Et ensuite, la formation au niveau des génies, quel doit être le programme à imposer aux professeurs des génies pour que les élèves instituteurs et institutrices aient un profil leur permettant vraiment d'améliorer le calcul mental, les opérations, les problèmes. Vous savez, il y a beaucoup d'instituteurs qui ne sont pas capables de résoudre un problème complexe. Ouais. Les problèmes qu'on donnait dans les années 70-75, si on donne ça à certains instituteurs aujourd'hui, de donner ça, ils ne pourront pas facilement expliquer cela. Et tout simplement, ce n'est pas leur faute, c'est la faute à leur profil de formation. Et donc, je pense que tout ceci-là, même en faisant l'inspectorat, tout ça, on devait tenir compte de tous ces paramètres et savoir comment est-ce qu'on doit recruter les inspecteurs. Mais malheureusement, comme nous ne sommes pas associés, nous ne pouvons pas donner nos conseils. Alors, on va... Et au niveau de la réforme des génies, parce qu'il y a quand même plus d'1 an, pour ne pas dire 2 ans, qu'on a fermé les écoles normales des instituteurs, les génies, pour des raisons de réforme, comment ça s'appelle, de transformer de toute façon les modules de formation en unités d'enseignement. Est-ce que vous avez été impliqué dans le processus? J'ai appris qu'il y a quand même une commission. Je ne sais pas s'il y a un mathématicien dans cette commission, mais dans tous les cas, moi, je ne suis pas impliqué. OK. D'accord. Alors, les élèves qui réussissent au bac série C et qui voudraient bien faire les filières scientifiques à l'université, est-ce que tout élève ou tout candidat ou tout titulaire du baccalauréat, voilà, comme ça je veux le dire, peut faire n'importe quelle série de sciences, faculté des sciences à l'université? Et évidemment que oui et non. Surtout ceux qui peuvent faire la fac des sciences, tout le monde sait qu'ils doivent avoir un bac C, un bac D et dans une certaine mesure un bac E. C'est eux qui sont autorisés à aller à la faculté des sciences. Mais là encore, est-ce que tout le monde doit prendre n'importe quel département ou bien n'importe quelle matière? Dans l'ancien système,
avant l'avènement du système LMD en 2008 dans notre pays, pour qu'un titulaire du bac C soit reçu au département de maths, il doit avoir au moins 11 sur 20 au baccalauréat en mathématiques et au moins 10 en sciences physiques avant d'être autorisé, malgré son bac C, à aller au département de maths. Et si quelqu'un est titulaire d'un bac D, il doit avoir au moins 12 sur 20 en mathématiques avant d'être autorisé à s'inscrire au département de mathématiques. Et à l'époque, dans ces départements, on trouvait peut-être une vingtaine, une trentaine, et qui sont bien formés et qui sortent aussi très bien. Mais depuis l'avènement du système LMD, presque ces critères ont été abandonnés. Et on va retrouver donc des gens qui ont 5 en mathématiques au baccalauréat. Série C? Série C ou série D. Et puis, on les autorise à venir au département de maths. Alors le gars, il va faire banalement 5, 6, 7 ans avant d'avoir la licence. Parce que dans le système LMD, on peut donc capitaliser les crédits. Cela veut dire que pour cette année, je peux faire peut-être 20 ou 25 crédits. 2 ans après, j'ajoute 20 ou 25 crédits. Et puis, il peut faire 6, 7 ans. Et on retrouvera à peine 1 ou 2% capables de faire les 3 ans pour obtenir leur licence. Et c'est clair que, à cause du fait qu'on n'a pas déjà sélectionné au départ, mais dans beaucoup de pays anglo-saxons, le cas de l'URSS, il n'y a pas de série. Tous les élèves font les mêmes mathématiques, les mêmes physiques, la même SVT, tout. Et avant de rentrer à l'université, chaque université impose un concours d'entrée selon le profil qu'il veut, selon les départements. Et c'est seulement si vous réussissez à ce concours que vous rentrez. Et si on vous prend 50, vous êtes sûr que les 50 sont jugés bons et presque les 50 vont finir. Et les gens vont dire, ah oui, c'est parce que les études ne sont pas telles, c'est pourquoi. Je dis non, quand vous ne connaissez pas le système, mieux vaut ne pas faire un commentaire sur le système. Eux, ils n'ont pas de série. Ils amènent tout le monde à avoir le même niveau. Sauf que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va aimer tel. Mais après, vous irez là où votre profil vous permet d'accéder. Et donc, c'est dire tout simplement que si on appliquait ces critères aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'aurait même pas une centaine d'étudiants au département de maths. Parce qu'au bac C, comme je le disais au début, sur environ, en 2020, il y a eu 429 admis au bac, moins de 30% ont la moyenne en mathématiques. Et si moins de 20% et moins de 30% ont la moyenne en mathématiques, ce nombre-là, ça fait autour de 129, 130 étudiants. Or, beaucoup de ces étudiants passent les concours d'ingénierie, etc. Donc, si on veut appliquer ce critère, on risque de ne même pas trouver des candidats au département de maths. S'ils ne vont pas au département de maths, est-ce qu'ils peuvent aller, par exemple, en agro, par exemple? Oui, bien sûr. Ils ont accès à pratiquement toutes les séries, sauf l'allemand. Ils peuvent aller n'importe où. Voilà. Alors, vu tous ces problèmes, il est question que, en tout cas, les pouvoirs publics, les décideurs prennent conscience véritablement pour agir et sortir le profil ou le référentiel exigé de professeurs de mathématiques dans notre système éducatif. Et les initiatives privées aussi doivent être encouragées. Alors, monsieur le professeur, alors comment on peut corriger, selon vous, tout ce diagnostic que vous avez peint qui semble moins reluisant et qui inquiète d'ailleurs par rapport à d'autres pays qui ont pris très au sérieux l'enseignement ou la formation des professeurs de mathématiques, etc. Alors, parlez-nous un peu du cas du Burkina. Voilà, il semble qu'au Burkina, déjà en cas de troisième. D'abord au Burkina, Oui. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis plus allé, mais d'après les informations qu'on m'a données, d'abord ils ont augmenté le coefficient de mathématiques. Au BPC? Au BPC. Ensuite, il a été décidé... Au moment où le Togo a abaissé. Il a été décidé de créer 6 lycées scientifiques. Donc chaque région devait avoir un lycée scientifique. Je ne suis pas allé encore pour voir si c'est applicable. Tout à fait. Ils ont décidé également que tout élève ayant le bac C aura une bourse à l'université. Automatiquement. Voilà des mesures incitatives. Dans bien d'autres pays, les gens ont à un moment donné doublé la bourse de ceux qui veulent faire les maths.
Ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas le courage de prendre ce genre de décision. Parce que chez nous, tout est équivalent et on s'arrête là. C'est pourquoi j'ai dit au début, l'équivalence n'est pas une égalité. Et c'est là que les gens devaient regarder. Est-ce que le fait que les diplômes soient équivalents, qu'on puisse les classer à la même catégorie, est-ce que cela signifie que les diplômes sont égaux? Et évidemment que non. Parce que je ne peux pas prendre mon diplôme de mathématiques pour aller dire que je vais être professeur d'anglais. On ne me prendra pas. Donc c'est pourquoi je parle de l'égalité. Maintenant, comment corriger? Vous savez, entre autres, je dirais tout simplement, il faut revoir l'enseignement des mathématiques de la maternelle jusqu'au supérieur, en passant par le primaire et le secondaire. On doit revoir ces programmes. On doit relever le coefficient de mathématiques dans les classes de 3e et 4e. Ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. Vous savez, c'est plus simple de dire à un adolescent, attention, tu as des problèmes, redouble, que de le laisser avancer. Et lorsqu'il arrive au supérieur, il voit qu'il est bloqué dans plusieurs formations et qu'il soit obligé de faire une formation qui ne lui donne pas facilement de l'emploi. Ça sera plus compliqué. Alors que si vous lui dites recule pour mieux sauter, même si ce coefficient-là vous faisait échouer, on dit on recule pour mieux sauter. Tu recules et tu vas sauter. Il me semble que ça là, ça manque. Il faut prévoir à grande échelle une formation initiale et continue des enseignants de mathématiques, aussi bien pour le public que pour le privé. Et là, qui va le faire? Il faut des financements. Ça, c'est l'État, ça, c'est l'affaire de l'État. Ça, c'est l'affaire de l'État. Ouais, ouais. Et c'est l'idée que nous, la Société des sciences mathématiques du Togo, je dis, si aujourd'hui, on avait des moyens, nous allons faire des formations initiales, des formations continues, permanentes. Chaque année, retrouver les enseignants, discuter. Je vais revenir un peu sur l'OREM. Vous savez, avant, quand l'OREM existait et l'IREM existait, chaque vacances, les profs de maths se retrouvent pour discuter des difficultés. Chacun doit dire, au moment où je devais démontrer tel théorème, voilà la difficulté que j'ai. Ils échangent avec les profs d'université. Quelle devait être la meilleure méthode? Et ils recorrigeaient le baccalauréat. Est-ce que ces sujets de bac étaient trop difficiles, étaient faciles? Est-ce que ça permettait à chacun de repartir avec quelque chose? Mais tout ça là, depuis les années 90, l'IREM n'a plus fonctionné et à un moment donné, on a purement simplement démantelé. C'est juste pour dire que, mon cher ami, il y a beaucoup à faire. Et si on veut relever l'enseignement des sciences exactes, ce que je dis pour les mathématiques est valable pour les sciences physiques également. Est valable. C'est vrai qu'on ne fait pas les sciences physiques au cours primaire. On ne fait que la mathématique. Mais à partir du secondaire, il y a la science physique qui rentre en jeu. Et les deux matières sont comme des jumelles. Ouais. Et donc, si on veut, il y a toute une réforme à faire, revoir la formation des formateurs, le recyclage permanent des formateurs, des instituteurs, des inspecteurs. Tout le monde doit être recyclé. Parce que l'inspecteur, il a peut-être une maîtrise. Il est allé. Est-ce qu'il a tout maîtrisé? Le moment, non. Permanemment, il doit se recycler. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous avons vu un peu au vu des explications données par le professeur Tcharière, professeur titulaire en maths des universités du Togo, président de la Société des sciences mathématiques au Togo et le directeur général de l'Institut de maths, des sciences et technologies. Il a tout expliqué, ça nous permet véritablement de comprendre qu'au niveau institutionnel, il y a un gros boulot à faire. Au niveau des pouvoirs publics, au niveau des décideurs, il y a un travail de fond à faire si nous voulons rapidement relever le défi. Parce que ce défi, il faut le relever si nous voulons réussir le plan national de développement. Puisque le plan national de développement, il y a 3 axes. Les 2 premiers axes, c'est ceux qui ont le profil sciences, mathématiques et technologies. C'est eux qui vont travailler là-bas. S'ils ont des déficiences au niveau de leur profil, eh bien, ça posera un problème en termes de rendement. C'est pour ça que nous insistons que les pouvoirs publics prennent très au sérieux vraiment tout ce qui est expliqué ici et voir ce qu'il y a lieu de faire à court, à moyen et à long terme. Mais en attendant, eh bien, il faut que les gens prennent des initiatives.
Monsieur le professeur, vous qui comprenez, vous maîtrisez vraiment tout ce sujet, cette problématique, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour contribuer à résoudre le problème en attendant que l'État véritablement prenne le taureau par les cornes? Oui, vous savez, l'une des initiatives de la Société des sciences mathématiques du Togo, c'est d'organiser des concours de mathématiques à travers le pays pour sélectionner les meilleurs élèves en mathématiques. Mais ça demande beaucoup de ressources aussi, hein, Oui. financières. Et chaque fois, nous sommes obligés de tendre la main à gauche, à droite, et les bonnes volontés qui sont passionnées des mathématiques acceptent de nous accompagner. Nous demandons aux professeurs de mathématiques de toutes les préfectures de réunir les meilleurs élèves de classe de première, C, D ou E, et de faire un concours à leur choix. Et nous sortent les meilleurs. Ces meilleurs-là, nous, on les regroupe au plan national. Et on envoie des collègues à Dapan, à Kara, c'est-à-dire par région, on les regroupe par région et nous donnons un sujet pour tout le monde. Et là, c'est nous, les professeurs d'université, qui proposons le sujet. On corrige sous anonymat, on dévoile les résultats sous anonymat. Tous les participants partent avec un livre de mathématiques comme encouragement. Imaginez un élève de Pengal, ou parfois même on va dans certains lycées, on ne trouve même pas un livre de mathématiques. Je me rappelle une fois, j'étais dans mon canton, quand le directeur de CGE est venu me dire qu'en classe de 3e, il n'a qu'un seul livre de mathématiques SIAM. J'étais obligé d'aller rapidement à Kara, acheter une dizaine de livres SIAM pour aller lui donner. Un seul livre de mathématiques pour tous les élèves et un livre pour le professeur. Et donc, vous comprenez un peu. Et donc, ce petit garçon ou cette petite fille qui retourne dans un coin reculé avec un livre de mathématiques de la classe supérieure, c'est déjà un encouragement chez l'autre. En disant, mais si moi aussi je fais ça, peut-être l'année prochaine. On a prévu beaucoup de choses. Comment aider les élèves sous forme de tutorat dans les établissements. Mais là aussi, il faut trouver une formule d'encourager les professeurs. Et là, nous n'avons pas encore commencé parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Si on avait les moyens, on encourage chaque professeur dans chaque établissement d'organiser des séances de tutorat. Pour les élèves qui ont des difficultés de compréhension, il prend au moins 2 à 3 heures par semaine. Il revient sur certaines notions. Certainement que ceux qui ont un retard de compréhension finiront par comprendre. Parce qu'il faut classer les élèves, les enfants, en 3 catégories. Il y a ceux qui, le professeur est en train de faire, il comprend tout. Ça, c'est les excellents, c'est les génies. Il y a ceux-là, il recopie, c'est à la maison qu'il va essayer de relire et comprendre. Il y a d'autres, même s'il va à la maison, il ne comprend pas. Que faire de ces élèves-là qui ne comprennent pas? Et qui doivent passer les examens, les mêmes examens. Voilà. Nous devons d'une manière ou d'une autre l'accompagner. Ouais. Et ça, donc c'est pour le moment ces initiatives-là que nous avons essayé de prendre, plus bien sûr d'autres initiatives pour voir si nous-mêmes, on peut contribuer à l'augmentation du nombre de professeurs de mathématiques qui enseignent dans nos établissements publics comme privés. Alors, nous allons vous recevoir dans une prochaine émission où l'initiative de la création de l'Institut de maths et sciences et technologies est déjà opérationnelle depuis quelques années, avec 2 antennes, parce qu'il y a une antenne ici et une antenne à Kara. Et là, on a eu l'occasion d'interviewer les étudiants qui sont passés par cet institut. Eux-mêmes ont témoigné et nous allons consacrer une émission entière pour les écouter. Mais comme nous sommes presque à la fin du temps imparti à cette émission, dites-nous ce qui vous a amené à créer l'Institut dont nous allons parler prochainement. Oui, justement, c'est le constat amer. Vous savez, je suis responsable des masters de recherche en mathématiques à l'Université de Lomé. Et je me suis rendu compte que tous les masters que nous formons veulent faire une thèse. Très peu veulent aller enseigner. Même s'ils vont enseigner, comme je l'ai dit, ils ont l'académie, ils n'ont pas la pédagogie. Alors que les lycées souffrent beaucoup d'enseignants qualifiés. Alors du coup, c'est à l'université que j'ai proposé. J'ai écrit à toutes les autorités d'une manière hiérarchique que je veux avoir un master d'enseignement de mathématiques aux côtés du master de recherche. C'est toutes les tentatives vaines
qui m'ont obligé à rendre compte à certaines hautes autorités pour leur dire je vais prendre une initiative, c'est-à-dire la Société des sciences mathématiques va prendre une initiative de créer cet institut en attendant de voir si un jour les universités vont faire le relais. Voilà ce qui nous a menés, parce que pour nous, le fossé est très énorme. Voilà, vous quittez la classe de 3e où vous avez au moins presque 50% d'enseignants qualifiés. Vous tombez au lycée où vous allez retrouver moins de 30%, c'est-à-dire 28% qui ont le diplôme de mathématiques, mais qui n'ont pas la pédagogie. Tous les professeurs des lycées, ils n'ont pas la pédagogie. Ils sortent de nos universités avec leur maîtrise ou leur master et on les jette sur le terrain. Allez-y enseigner. Alors vous comprenez que les conséquences sont aussi énormes. C'est pourquoi, quand vous regardez les notes de baccalauréat dans les séries scientifiques, comme je l'ai dit, vous allez avoir environ 10 000 admis au bac D. Mais sur les 10 000 admis au bac D, vous trouverez moins de 2 000 qui ont la moyenne en mathématiques. Cela veut dire que la personne a raté sa série. En série C, j'ai dit moins de 30% ont la moyenne en mathématiques. Cela veut dire qu'il a raté aussi sa série. Parce que dans les grandes écoles d'ingénierie, on ne vous prend pas, quelle que soit votre série, si vous n'avez pas la moyenne en mathématiques et en sciences physiques. Parce que dans les grandes écoles d'ingénierie, c'est 2 ans de maths physique d'abord, avant de faire 3 ans d'ingénierie. Mais nous, ici, on mélange tout et parfois, on ne sait pas exactement si le profil d'ingénieur, il est vraiment bien calé. C'est ça. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous remercier de nous avoir suivis. Nous remercions infiniment le professeur Thiariè qui s'est rendu disponible pour venir nous éclairer sur le problème sérieux du profil des professeurs de mathématiques, de leur quantité, qualité, surtout la qualité qui est très, très importante dans nos collèges et lycées. Les causes institutionnelles, il a mis beaucoup l'accent sur les causes institutionnelles, il a mis aussi l'accent sur les impacts économiques et sociologiques et vous comprenez que nos décideurs doivent rapidement agir. Et là, nous allons recevoir le professeur Thiariè dans un autre numéro où on rentrera véritablement pour voir qu'est-ce qui est en train de se faire au niveau de l'Institut des sciences et mathématiques, voilà, qu'il a pris l'initiative de créer en attendant, comme il a dit, que les universités prennent le relais. Voilà. Mais dans le prochain numéro, on a interviewé déjà les étudiants qui sont passés par cet institut. Alors, la valeur ajoutée que, en tout cas, les enseignements qu'ils ont reçus là-bas leur ont permis d'être à un niveau capacitaire pour être efficace dans le travail qui est le leur, aussi bien dans les lycées que dans les collèges. Voilà, c'est de tout ça que nous allons parler dans le prochain numéro. Monsieur le professeur, alors vous avez 2 minutes pour donner votre mot de conclusion de tout cet entretien que nous avons eu. Mon mot de conclusion, c'est dire tout simplement que l'éducation de la jeunesse nous incombe tous. En tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que société civile, en tant que dirigeants. Si nous voulons un Togo prospère, un Togo émergent d'ici 2030, si nous voulons la réussite du PND, arrêtons-nous et regardons qu'est-ce qui se passe dans les sciences exactes. Car aucun développement ne se fera sans les sciences exactes. On ne peut pas monter un avion, on ne peut pas monter un vélo si ce n'est pas des ingénieurs et des techniciens. Être ingénieur et technicien, il faut avoir les sciences exactes. Personne ne dit qu'il faut négliger les autres matières. Pas du tout. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais tout en faisant un clin d'œil particulier aux sciences exactes si le Togo a une vraie vision du développement. Si nous voulons accompagner la vision du chef de l'État de développer le pays, c'est que nous devons regarder le côté des sciences exactes, encourager et les élèves, et les parents d'élèves, et les enseignants. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour relever le défi. C'est sur ce mot de conclusion que moi je vous dis merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous espérons que vous serez encore très nombreux au prochain numéro pour suivre la suite de tout ce développement lié aux problèmes liés à l'enseignement des sciences exactes, comme il a dit, mathématiques et sciences physiques, et du profil de professeur de mathématiques exigé dans le système éducatif, que ce soit dans le public ou dans le privé. Alors, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.